Break Time, un podcast présenté par le CSEPR, accueille aujourd'hui André Laflèche afin de discuter de son parcours exceptionnel au sein du monde des affaires, des nouvelles réalités du monde de l'entrepreneuriat et de l'importance de redonner à la communauté. André Laflèche, bienvenue à Break Time. Ah, mais ça me fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi et si vous permettez, je vais commencer avec un peu d'honnêteté parce que d'habitude, je fais toujours un peu de recherche sur l'invité que je vais interviewer. C'est le cas pour vous aussi, mais j'ai croisé une situation que je n'avais pas croisée encore. J'ai vu plusieurs traces de vos grands accomplissements sur les internets, mais pas beaucoup d'informations sur vous, ironiquement. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, puis ça m'a juste donné envie de vous poser encore plus de questions. Donc, vu que vous avez clairement un parcours très riche, parsemé d'accomplissements dignes de mention, si j'avais à vous demander de raconter votre histoire, vous commenceriez ça où? Je commencerai avec mon enfance un petit peu, Mhm, parce que notre enfance nous suit toute notre vie. c'est vrai. OK. J'ai grandi à Castleman, petit village. Au début de tout, ça a changé. Castleman, il y avait 750 de population. Oh boy. Lorsque j'avais 5-6 ans, lorsqu'on a bâti la première aréna. Fait qu'on n'était pas beaucoup. Alors, j'ai grandi dans ce petit village-là. Mon père est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. OK. Mon père avait chez nous, puis ma mère travaillait fort aussi, puis chez nous, papa étant vétéran, il a souffert de post-traumatique lui aussi. Oh boy. Puis à ce moment-là, c'était pas reconnu, puis les vétérans se réfugiaient dans l'alcool, tout ça. Puis moi, ça m'a affecté beaucoup quand j'étais jeune, ça me suit, puis à l'école, j'étais comme le fils du sous-l'eau, tu sais. Oui. Ça fait qu'alors, mon enfance me suit. Mais j'ai toujours reviré ça pour dire, je vais vous prouver le contraire. Mhm. Tu sais? Et puis c'est un petit peu ça. À 16 ans, j'ai laissé les études. Je me cherchais pour aller travailler à la fromagerie Castleman. C'était pour aider ma famille, surtout au début. Et puis, de là, je me cherchais. C'était pas ce que je voulais faire toute ma vie. Fait que je suis allé travailler avec un bon ami à moi, Régent Racine, dans les mines à Sudbury. Ah. Et puis, encore là, j'ai aimé mon expérience, tout ça, mais c'est pas ça que je vais faire toute ma vie. Alors, je changeais d'emploi comme ça, je me cherchais. Dans où est-ce que je vais être heureux, puis tout ça. Mhm. Je me suis marié en 70. Claudette et moi, nous sommes retournés à Sudbury, dans un petit village qui s'appelle Levac. OK. Nous demeurions dans une petite roulotte de 10 par 40, de 8 pieds de large par 40 pieds de long. Et c'est là que notre premier enfant est né. Et puis, en 72, on parlait de grève. Moi, je ne veux pas aller en grève. C'est que j'ai vendu ça, puis on est revenu dans l'Est ontarien. On s'est installé à Saint-Isidore, dans une concession. Puis j'ai travaillé sur l'autoroute 417 OK. pour plusieurs entreprises, parce que je restais autour de chez moi, puis j'ai suivi le parcours. Mais je tombe en amour avec la machinerie lourde, la construction, puis tout ça. Ah oui. Ça fait que j'ai fait ça. Puis en 77, c'est ça, en 77, j'ai eu une offre pour être contremaître sur un chantier à LG2, à la baie James. OK. Avec, mon épouse, mes enfants sont restés à la maison. Je suis parti pour 1 an. Je revenais tous les 6 semaines, mais j'ai fait des sacrifices pour 1 an, ce qui nous a vraiment donné un coup de pied dans le derrière. On a payé la maison, en tous les cas, on l'a rénové, puis tout ça. Mon épouse, Claudette, elle avait grandi en campagne, mais a travaillé dans les œufs, sur des poulaillers dans la région de Saint-Isidore, et puis au poste de mirage pour Monsieur Lamoureux, puis ainsi de suite. Puis elle a toujours rêvé d'avoir une ferme avicole. En 79, j'ai fondé AL Paving, une entreprise on faisait des pavages d'entrée de cours et commerciales, tout ça. OK. Et puis, tout à coup, l'opportunité d'acheter une ferme avicole est arrivée. Fait qu'on n'avait pas d'argent. Pas du tout, pas du tout. Et puis, j'avais assez d'argent pour acheter un nouveau système de cage. Puis les cages, ça fini. Il y avait des modifications à faire. Fait que j'étais en train de changer les cages là-dedans, tout ça. Puis là, je n'étais pas approuvé par la banque encore. Le banquier vient me visiter, puis il me dit, « T'as-tu commencé ce travail-là, puis tu ne sais pas si tu vas avoir l'argent? » J'ai dit, « Je le sais, mais j'ai dit, je risque ça. » Puis j'ai dit, si vous me prêtez l'argent, ben
quand je vais être prêt à faire mon paiement le premier mois. Si je ne fais pas ça, bien, vous me prêtez l'argent, je ne pourrai pas faire mon paiement le premier mois. Alors, c'est à cause de ça qu'ils ont décidé de me prêter. Mais ils n'avançaient pas tout. Un homme d'affaires de Saint-Isidore, M. Maurice Lamoureux, m'a prêté 135 000 en troisième hypothèque à prime plus 2, condition que j'achète ma moulée et j'y vende les œufs. J'ai appris de cet homme-là, puis j'ai seulement des bonnes choses à dire. Quelle belle expérience. Et puis, on a travaillé fort, puis il nous a supportés, puis il était avec nous parce qu'on a eu les gros taux d'intérêt. On a payé jusqu'à du 25 d'intérêt. Oui. Mais lui a toujours été là. Les banques serraient la vis. Tu sais, une banque, là, il fait soleil, il te prête le parapluie, il se met à mouiller, il te l'enlève. Mm-hmm. Et puis, M. Lamoureux, lui, si tu travaillais puis tu prenais soin en d'autres mots, il avait investi son argent en toi. Mm-hmm. Ça fait que si tu travaillais, tu prenais soin de son argent. Puis là, il était là pour toi. Et puis ça j'ai appris beaucoup de cet homme-là, puis ça me suit encore aujourd'hui. Il est parti, mais moi, je ne l'ai jamais oublié, puis je ne l'oublierai jamais. Et on rencontre des gens comme ça au cours de notre parcours. Et puis, à un moment donné, il faut faire leur tour. C'est à notre tour de faire la différence aussi. Avec ça, on avait ça, puis j'avais mon entreprise en pavé. Puis là, les municipalités ont commencé à faire des Waste Management Master Plan qu'on appelait. Oui. Puis on demandait aux gens de participer. En 1973, là, je vais reculer un bout, j'avais vu un documentaire sur les problèmes que l'Europe avait avec les déchets. Okay. Ben, j'ai dit un jour, ça va nous attraper, ça va nous rejoindre. C'est sûr. Puis à ce moment-là, je travaillais pour Déblé Construction sur la 417, juste le long d'où sont ces propriétés-là aujourd'hui. On travaillait dans l'argile. Puis c'était imperméable, cette argile-là. Alors, je me suis dit, c'est l'endroit idéal ici. Si tu regardes Ottawa, Hawkesbury, Cornwall, tout le monde a des problèmes. C'est l'endroit idéal. Si on ferait ça ici, avec les voies d'accès, avec un site imperméable, tout ça, on peut résoudre le problème des déchets pour l'Est ontarien pour des centaines d'années. Alors, c'était ça. Puis là, alors, j'ai commencé à aller à ces réunions-là, puis je partageais mes idées. Une fois, j'avais mis ça sur papier du mieux que je peux. Je ne suis pas un ingénieur, je suis un gars qui a une 10e année. Ça fait que, tu as entendu, lorsque j'ai présenté mes idées sur papier, les gens dans la salle, puis je me souviens, c'était ici, à Hawkesbury, les gens dans la salle comprenaient puis applaudissaient ça. Ah. Les ingénieurs, eux, se lèvent debout. That's not even professional. Oui, je comprends. Okay. Mais à qui on s'adresse? J'ai continué à pousser, à travailler, puis parce que comme je disais tantôt, il faut être un petit peu fou pour entreprendre. J'ai jamais pensé à ce moment-là que j'étais pour le construire. J'essayais de partager des idées, puis j'espérais qu'ils prennent ça. J'ai fini par comprendre qu'un consultant n'aime pas la solution. Parce qu'après qu'il y a la solution, il n'y a plus de travail. C'est ça. Il faut que ce soit la sienne. Et voilà. Ouais. OK? Puis lui, tu sais, parce qu'il y a le per diem, puis plus ça dure, mieux que c'est pour eux. Ben oui. Mais j'ai fini par comprendre ça. Alors, j'ai poussé ça. Et puis, lorsque on a fini par avoir nos permis, on a commencé à signer des ententes, les premières villes, municipalités qui ont fait affaire avec nous, c'est pas dans l'Est ontarien, c'est Brockville et Prescott. OK. OK? Ensuite, Nation est arrivé, Castleman est arrivé, il y a des municipalités qui ont embarqué. Mais pour opérer une opération de même, ça prend du volume. Il fallait aller le chercher quelque part, le volume. Ouais. Moi, je voyais un site d'enfouissement avec du compost, d'ailleurs, qu'on a bâti, qu'on a créé. Moi, lorsque j'ai vendu, on avait le plus gros site de compost au Canada. Vraiment? Oui, à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était comme ça en 2010, quand j'ai vendu. OK. Lorsqu'est arrivée la maladie de la vache folle, la ministre de l'Agriculture, Mme Dombrowski, à ce moment-là, me dit « Monsieur Laflèche, vous avez sauvé l'agriculture en Ontario cette année. » J'ai resté surpris. Pourquoi? On était les seuls dans toute la province qui étaient équipés pour recevoir les résidus d'abattoirs à cause de la maladie de la vache folle. Oh. Et puis, si ça n'aurait pas été de ça, les États-Unis refermaient la frontière.
Ça, Wow, hein? ouais, ça fait qu'on était prêts, on était organisés pour ça. Fait que j'en suis fier, ça a fait une différence. Mais, et comment? Euh, La preuve, d'ailleurs, c'est que j'avais aucune idée que ça se passait. ouais, Il n'y a pas une plus grande preuve que ça a fait une grande différence, ouais. n'est-ce pas? En tous les cas, c'est ce que Mme Dabrowski m'avait dit à ce moment-là. OK. Euh, Fait qu'on a, on a fait des gros sacrifices, on a travaillé dur. Comme je disais tantôt, je pensais pas le construire. J'amenais mes idées, puis je pensais que les comtés, le Prescott Russell, le SDNG, vu que c'était juste aux lignes, dans le centre, là, c'était que c'était pour... qui était pour le faire, mais non. Pourquoi pas, vous pensez? Je le sais pas. Une C'est théorie, comme là? quand j'avais besoin de financement. Si les comtés unis de Prescott Russell et SDNG, là, je dis ça comme ça, là, auraient investi, parce qu'on avait besoin de financement, auraient investi 2 millions chaque, ou 2,5 millions chaque. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, ils recevraient plus d'1 million par année en dividendes. J'ai été obligé de me financer dans le privé. Mm. Aujourd'hui, c'est une grosse compagnie qui appartient à ça. Les déchets viennent de partout en Ontario. 300 000 tonnes, c'était le plus beau chiffre, en ce qui me concerne, c'est une opinion personnelle, que pour avoir un site qui serait là pour des centaines d'années. Aujourd'hui, le site reçoit plus de 700 000 tonnes par année. OK. C'est difficile à concevoir visuellement. c'est immense, là, c'est du volume, ça, là. Ouais. Ça vient de partout dans la province. Hein? Puis moi, j'avais conçu ça pour l'Est ontarien. Tu peux amener le cheval à l'abreuvoir, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Oui. D'ailleurs, dans mes recherches, j'ai vu un article paru en 2017, je pense, où vous aviez parlé justement de une certaine méfiance que la population de l'Est ontarien a à l'égard de potentiels nouveaux projets, que ça semble être un trait commun ou récurrent. Est-ce que c'est... Écoutez, Est-ce que il y a j'ai bien bien des compris? gens qui n'aiment pas le changement. C'est Bel sûr. exemple, regarde les éoliennes qui voulaient s'installer dans le coin de Saint-Bernardin. La OK. position qui s'est élevée. Moi, dans les années 2000, je me promenais en Europe. Puis dans les années 90 aussi. En 87, la première fois que nous sommes allés visiter les éoliennes, là-bas, il y en a depuis longtemps. Et puis, j'ai visité des beaux projets, des beaux sites, ça fait partie. Là, aujourd'hui, viens dans le coin de Chrysler, Finch. Il y en a plein, là. C'est l'avenir. Ça pollue pas, ça, comparé au nucléaire. Ben, le nucléaire ne pollue pas. C'est juste qu'on n'a pas la solution des résidus. C'est ça. Encore. Mais regarde le charbon, puis regarde au diesel, puis tout ça. Si tu regardes dans le nord, où il y a un diesel qui fait l'électricité pour les petites communautés, s'il y aurait une éolienne à côté, le diesel serait juste là comme backup. Ouais. Ça fait que moi, je faisais à sa place. Je sais qu'à Saint-Bernardin, par exemple, s'il y aurait eu les éoliennes se seraient installées, à moyenne, le retour à la municipalité aurait été fantastique. Parce que si tu regardes les services qu'on donne aux gens, ça coûte cher. Bien que si tu as vu le centre créatif qu'il y a à Saint-Bernardin, c'est vraiment bien. Oui, il est très beau. Bon, mais je suis sûr que c'est déficitaire, ça, un centre comme ça, avec la population qu'il y a là. C'est possible. T'sais. Ça fait que c'est pour ça que je vois qu'il y a des projets comme ça. Moi, j'ai réalisé que mon projet, si j'aurais été de l'autre côté de la 417, ça ne serait jamais arrivé. Ah oui, hein? La 417, c'est comme le mur de Berlin. D'un côté, tu as Prescott Russell, puis de l'autre côté, tu as Stormont, Dundas, Glengarry. Moi, dans la région de Moose Creek, avec les anglophones et francophones, parce qu'on est tout mélangé, là, j'ai eu le support, j'ai eu aucune objection. Les objections sont venues de nations une fois qu'on est en opération, de gens que j'ai grandi avec. Ah, OK. Ironiquement. Ironiquement, c'est comme ça. Puis là, il y a plein de rumeurs qui se promenaient qui étaient fausses. On le vit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, puis un peu partout, les fausses rumeurs, ben, ça existait dans ce temps-là aussi. Oui. C'est pas nouveau. Puis, je me souviens, j'ai reçu un téléphone d'un conseiller, puis je ne le nommerai pas, là, un conseiller de la Nation. Il me dit, André, il dit, il faut faire un meeting public. Ben, j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, meeting public, je les ai tous eus. Bien là, tout le monde me téléphone, il se plaint que tu reçois des déchets, tu n'as pas de permis, c'est ci, c'est ça. Ben, je les ai tous eus, mes permis, puis j'ai dit, à part de ça, j'ai dit, mes meetings publics, je les ai faits, mais tout le monde était invité, puis ça a été publié, pourquoi ils ne sont pas venus, tu sais? Ben là, ça me téléphone, puis c'est ci. J'ai dit, écoute, j'ai dit,
pour t'aider, là, je vais organiser une rencontre. Ça fait qu'on a organisé une rencontre que les gens puissent venir visiter. Les gens sont venus visiter. Et puis, je me souviens, il y avait un bon bonhomme. Puis lui, je vais le nommer parce que j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'espect pour lui. C'était Bernard Lamoureux de Saint-Isidore, même qui a été préfet à un moment donné des comtés. Bernard était là, il vient de Saint-Isidore, puis il y avait M. Simon Leroux avec lui. Mais eux autres, ils venaient pour visiter, ils ne venaient pas pour s'objecter. Il y en a plusieurs qui sont venus. Puis il y en a deux qui ont brassé de la merde. C'était même pas des gens d'origine de notre région, c'était des gens d'origine européenne. Ah bon? OK? Mais les ingénieurs s'en occupaient. Puis là, à un moment donné, Bernard a dit, écoute, tant qu'à attendre chialer de même, moi, je suis venu ici pour visiter. Quand est-ce qu'on visite? Ben, je lui ai dit, venez, vous êtes. J'ai dit, on va. On est parti à pied avec tout le groupe de gens qu'il y avait là. Puis je les ai fait visiter, puis leur montrer comment c'était construit, puis tout ça. Il y a une jeune femme qui vient me voir, Mme Caillouette, Francine Caillouette, originairement Racine de Castleman. Elle vient me voir, elle me dit, Monsieur Laflèche, elle dit, ce que je vois ici, c'est pas ce que j'ai entendu. Mhm. Puis elle dit, je veux vous féliciter parce que ce que vous faites, on en a besoin. Mhm. Ça fait qu'il y a des gens, des fois, qui sautent à des conclusions, à des opinions sans savoir. C'est sûr. Puis une fois qu'on voit, puis qu'on sait, puis on avait la nation, la nation, c'était Cambridge, dans le temps, et Castleman, le site d'enfouissement coulait tout dans la nation. Oh. Bon, mais il n'y a pas juste là, Ils ont eu des problèmes partout. On avait des petits dépotoirs ici et là, aucune mesure, tout ça. Ça prenait une solution. Ça prenait quelque chose de central. Puis aussi, ça prenait avoir des mesures en place aussi pour protéger l'environnement puis maximiser l'utilisation des biogaz, puis tout ça. Parce que les biogaz, ils étaient produits, ils ont toujours été produits, c'est juste ça s'en allait dans l'air. Ouais, Dans ça disparaissait comme ça. Mais le dommage se faisait quand même. Puis lorsqu'on regarde la population qui grandit tout le temps, parce que le problème des déchets, c'est pas les sites d'enfouissement qui est le problème, c'est les gens qui consomment. Fallait avoir une solution. Puis, ça fait que moi, quand j'ai poussé ça, j'échangeais des idées, j'amenais des idées, je pensais jamais le construire. Puis, c'est arrivé. Et c'est comment que ça a évolué? J'ai déjà eu une bonne idée, un bon portrait, mais est-ce qu'il y a différentes compagnies qui se sont ajoutées? Est-ce que c'est allé dans les directions? Oui, bien, ce qui arrive, c'est que ça a amené des opportunités. Une des opportunités, c'était qu'on utilisait beaucoup de pierres parce que dans le système, c'est comme une grosse cafetière, le site d'enfouissement. Puis dans le fond, c'est imperméable, mais le lixivia, c'est l'eau qui filtre à travers les déchets. L'eau qui filtre à travers les déchets descend à travers les déchets et se charge de contaminants. Dans le fond, on a une grosse couche de pierre de 3 pieds d'épais avec géotextile en dessous et au-dessus. Puis l'eau s'en va là et s'en va dans les systèmes de drainage et elle est captée et traitée avant d'être relâchée. Ça fait qu'il n'y a pas de... C'est que l'eau puis nous, vu qu'on n'a pas de gros cours d'eau, alors il faut qu'elle soit vraiment propre. Parce que plus que ton cours d'eau, le récepteur est petit, plus dures sont les normes. Bien sûr, OK. Ça fait que qu'il fallait vraiment la nettoyer. On a construit une usine d'épuration des eaux qui avait coûté à ce moment-là une dizaine de millions. L'usine de compost, ça a été au-dessus de 10 millions, ça aussi. On a investi beaucoup. Mes associés, parce que comme je disais tantôt, j'avais besoin de financement. Mes associés ont vendu leurs intérêts à une grosse compagnie québécoise qui s'appelle Transforce. Transforce, c'est un résultat de la famille Saputo. Ce qui est arrivé, c'est que la famille Saputo avait investi dans une petite compagnie de transport qui faisait leur transport de fromage et tout ça, juste comme investisseur. Et cette compagnie-là était toujours en difficulté financière, toujours en difficulté. C'est qu'à un moment donné, les Saputo, M. Saputo a dit « Je vais faire un chèque, mais j'envoie le gars pour le gérer. » Puis à ce moment-là, Alain Bédard, qui était contrôleur chez Saputo, a pris Transforce en main et en a fait ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est le plus gros transporteur en Amérique du Nord, je crois. Oh, wow. C'est Can Power, tout ce que tu vois avec un slash rouge, là, c'est une compagnie Transforce. Besner, Papineau, nomme-les. Oh mon Dieu. C'est tout du Transforce. C'est devenu mes associés et puis j'aurais pas pu avoir meilleur associé. C'était fantastique. Comme associé, là, puis quand j'ai vendu, il y avait le premier choix.
puis j'avais 63 ans, c'était le temps. Ils m'ont donné tout ce que je voulais. Ils ont été vraiment corrects. J'ai juste des bonnes choses à faire, puis j'ai encore de très belles relations avec eux. Super. C'est que ça a été... Oui, je peux pas avoir demandé mieux comme associé. Hey, Ouais. juste avec le portrait que vous avez peint, tu sais, on a ce portrait-là d'un site d'enfouissement profondément naïf, comme étant à la base un trou avec des pelles. Ça n'a rien à voir, le montant de travail. Pas du tout. C'est pas là que ça finit, là. Ça Non. continue Oui, après, là. oui. Et comment même, tu sais, c'est impressionnant. Puis avant d'aller là, ben mon épouse et moi, ce qui arrivait, c'est qu'avec mon entreprise de pavés et tout ça, je voyais que c'est là qui était le site idéal, mais j'ai dit, si ça n'arrive pas, je fais quoi? Fait que je me suis mis à acheter des terres, puis j'ai fondé les sols calco. Ah, Parce qu'il y a c'est une tourbière qui est au-dessus de cette glace-là. J'ai dit, au moins, si ça ne fonctionne pas, j'ai un plan B. OK. Je veux vivre des sols calco. Alors, j'ai développé une entreprise dans les terres noires qui, mes enfants, ont racheté en 2003. OK. Et puis, les sols calco, c'est mes 2 filles. Hmm. Et puis, je suis fier d'eux parce qu'ils l'ont triplé. Oh, wow. Oui, c'était une belle... oui, je suis fier de mes filles, oui. C'est pour ça... j'encourage les filles en entrepreneuriat aussi, pas juste les gars. Sure. Puis si j'ai un succès aussi comme on a eu, ma femme y est pour beaucoup. Mhm. Ça ne s'est pas fait tout seul. J'avais besoin du support. Elle a toujours eu confiance, puis elle m'a toujours appuyé, puis elle a mis les mains à la pâte beaucoup. Elle a travaillé, puis encore aujourd'hui, elle n'arrête pas. Puis c'est l'angle de notre famille, parce qu'on est chanceux, on est privilégiés, on a des arrière-petits-enfants. Wow. On en a 3. Puis c'est des petits Écossais pour ça. Oui, les petits Écossais francophones. Ouais, c'est des... ouais. Ben, c'est notre fierté, bien plus que l'accomplissement en affaires, puis tout ça, c'est une Mhm. chose. Mais notre grande fierté, là, c'est nos enfants, nos petits-enfants, puis maintenant nos arrières. Mhm. Beaucoup plus. Puis c'est surtout pour ça qu'on fait les sacrifices qu'on fait en entrepreneuriat. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Parce que c'était le but, non? Oui. Mhm. Puis on a des gouvernements qui pensent que c'est pas juste, puis ils viennent piger, puis ils viennent leur enlever le pain dans la bouche. Hmm. C'est un peu ça qui se passe. Ouais. Est-ce que c'est... Comment est-ce que vous... vous qui... tu sais, vous savez ça, vous l'avez vécu, vous l'avez vu. Il y a sûrement bien du monde qui sont en train de se lancer dans le monde riche de l'entrepreneuriat, le monde varié, ou qu'il y en a qui le considèrent. Ce serait quoi des conseils, justement, tu sais, peut-être un peu de sagesse à partager, pas nécessairement pour éviter ça, parce que ça s'évite pas tout le temps, mais pour se préparer à ça, pour... Moi, je l'encourage, mais par contre, il faut que je dise qu'on n'est pas tous faits pareil. c'est sûr. On n'est pas, moi, je crois sincèrement que dans le fin fond, puis c'est une opinion bien personnelle, je Pas de pense problème. qu'on est né entrepreneur. Hmm. OK. OK? Parce qu'on n'est pas tous faits de la même façon, puis on ne peut pas tous supporter le même stress. Ouais. OK. Parce que moi, je me suis vu lever en plein milieu de la nuit, penser que j'avais une attaque de cœur. Hmm. Pour arriver, puis c'était une attaque de stress, d'anxiété que j'avais. Ouais, mais ça fait peur pareil. Lorsque tu payes du 25 d'intérêt, là, tout ça, là, puis c'est serré, puis de la misère à faire les fins de mois, puis tout ça, puis là, tu travailles. Ben, tu sais, tu travailles. Moi, je partais le matin à 6 heures, je ratelais du pavé toute la journée. À 7 heures le soir, j'avais déjà plus de 12 heures de fête. Les employés s'en allaient chez eux. Puis là, j'allais faire des estimés. J'arrivais chez moi, il était 10 heures. Ça, c'était l'été surtout. C'était pas tout le temps. Hmm. Puis chez moi, on avait une porcherie de 50 truies puis le poulailler de 8000 poules. Que Oh, mon man. épouse s'occupait de tout ça tout seul. Wow, OK. Puis moi, j'arrivais, puis j'allais faire des petits travaux qu'elle ne faisait pas, comme les castrations des petits mâles, comme les injections, certains travaux qu'elle me réservait, que j'allais faire. Puis après que j'avais fait ça, malgré que c'était pas tous les soirs, malgré qu'après que j'avais fait ça, j'allais manger une petite bouchée,
puis je m'en allais dans le garage réparer les flats des camions, réparer des lumières sur les camions. Il y a souvent, pas tous les soirs, je me couchais à 3 heures du matin, puis à 6 heures, je me relevais, puis j'allais rôteler de l'asphalte toute la journée. Ouh. Fait qu'on a passé ce temps-là, on a travaillé. Je regrette rien, j'étais jeune, puis on visait pour l'avenir, puis on fonçait vers l'avenir, puis on a toujours fait confiance à la vie. Moi, je me souviens, lorsqu'on s'est mariés, on a des amis qui se sont mariés en 1970 en même temps que nous, et puis on leur disait, elle va avoir des enfants, c'est tout ça. Oh, bien là, on va attendre d'avoir une maison, on va attendre d'avoir ci, on va attendre d'avoir ça. Nous, on avait une opinion différente. On se mariait pour former une famille. Mm. On n'attendait pas après ça. On avait confiance en la vie. On était pour travailler. Mhm. Aujourd'hui, mes amis ont très bien réussi aussi. Là, ils sont corrects. Mais il y en a 2 qui ont encore des enfants à l'université, puis nous, on est rendus arrière-grands-parents. Mhm. OK. Vous n'aviez pas le même rythme. Justement. Mais ça, c'était bien personnel à nous, puis bien Absolument. personnel à eux. Oui. Puis un n'enlève rien à l'autre, là. Absolument C'est pas. des choix qu'on fait. Puis dans la vie, lorsqu'on fait des choix, il y a des récompenses, puis il y a des conséquences. Puis il faut être prêt à assumer les deux. Absolument. Puis Claudette et moi, aujourd'hui, on récolte les récompenses. Ouais. Avec nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, c'est ça la vraie récompense. Mhm. Bien plus que tout le reste. Oui, absolument. Tantôt, vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Vous avez dit que, selon vous, tout le monde est né entrepreneur. Non, pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est né entrepreneur. Je crois un entrepreneur est né entrepreneur, en ce sens que on n'est pas tous faits pareil, puis on ne peut pas tous en tirer. Moi, il y a un monsieur à Castlemaine, je me souviens, à un moment donné, il avait acheté le boulanger. OK. Il avait travaillé pour le boulanger, d'ailleurs, puis il a acheté l'entreprise. OK. Il n'a pas eu 2 mois, il l'a revendu. Il ne dormait plus la nuit. Oh boy. Il ne fait pas endurer ce stress-là, il ne dormait plus la nuit. Malgré avoir travaillé là avant, puis quand même avoir eu une idée. Oui, de ce mais que il n'y avait c'était. pas le stress des recevables puis des payables puis tout ça là, comme employé. Là. Mhm. Absolument. Puis lui, quand il a acheté, il a fallu qu'il emprunte de la banque. Oui, c'est sûr. Ça fait qu'en même temps, il y a le stress du paiement, il y a tout Ouais. ça. Mais c'était une bonne personne. Ce monsieur-là, j'ai travaillé avec lui à la fromagerie par après, puis il me contait ça. Je ne peux pas demander de meilleure personne. Mhm. Il pouvait juste pas vivre avec ce stress-là. Et c'est ça. Ah, c'est pas facile. Ouais. Puis c'est un stress qui peut pratiquement être quantifié mathématiquement devant toi. Fait que Ouais. c'est... Puis, il y a des fois, là, que tu es entrepreneur, là, tu travailles, puis là, tu te poses la question, ben voyons, on sait que je m'en vais, puis là, tu viens décourager un peu, puis tu veux tout lâcher. Ça m'est arrivé souvent, ça. Mm. Mais là, tu te retrousses les manches, puis tu donnes une poussée. Hop, tout d'un coup, boum, t'as passé à la butte, tu commences à redescendre la côte, puis ça se replace. Ouais. Jusqu'à la prochaine côte que tu vas monter. Puis il faut que tu lui donnes la poussée, puis tu passes par-dessus. C'est pas tout le monde qui est capable de... Puis ça ne les rend pas... Ça ne les... Je les méprise pas, là. C'est pas ça que je veux dire du tout. Ben non, j'ai pas... C'est que non. c'est de la façon que nous sommes faits. Absolument. C'est pour ça que tantôt, je pense au début, je t'avais dit que faut être un petit peu timbré ou un petit peu fou pour être Oui. entrepreneur. Puis c'est sûr que ça n'enlève rien au reste, parce qu'en quelque part, un bon entrepreneur va également s'entourer des gens qui ont des forces qu'ils n'ont pas. Fait que ça peut pas tout être des entrepreneurs, là. Non, puis je vais te dire franchement, moi, j'en ai eu bien du monde m'entourer parce que, oui, puis il faut toujours aller chercher la force de tes faiblesses. Ben c'est sûr. Ah oui. C'est important. Non. Puis ça, pour ça, ça prend une belle humilité aussi, une humilité pragmatique, tu sais. Oui, parce que moi, pour commencer les décisions, je m'assoyais puis j'en parlais avec mon épouse et puis on les prenait ensemble, nos décisions. Mm. Puis souvent, on n'est pas d'accord, mais ça nous amène à discuter et à réfléchir, puis on en finit toujours avec une meilleure décision. Ben oui, la plupart des conversations qui valent vraiment la peine commencent avec deux personnes qui sont pas d'accord, si vous voulez mon avis, là. Mais il y a des fois que j'ai pris des décisions sans consulter, rien de ça, puis je me suis tapé ses doigts. Mm. Ah, on flippe un 25 cents. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre. C'est ça. Exact. Pour faire la même erreur 2 fois pour les mêmes raisons. Et voilà, oui.
Fait que c'était un peu ça. Puis à partir de là, ben, on a bâti cette entreprise-là. Puis là, tout à coup, ça a amené une opportunité comme je disais tantôt, la pierre qu'on mettait dans le système en dessous du Ouais, site d'enfouissement. ouais, ouais. Mais moi, j'ai dit, ça coûte cher, ce pierre-là. On peut Mmh. peut-être essayer d'autres choses. Puis il y avait un problème de pneus à ce moment-là. En Oh! province, il y avait des stockpiles de pneus. Oh mon Dieu, oui. Ça fait que là, on a fait une recherche, une étude, puis on a rencontré le professeur Dana Humphrey de l'Université du Maine, puis les travaux qu'il avait fait, tout ça. Puis le ministère de l'Environnement a fini par nous donner l'autorisation d'utiliser du pneu déchiqueté dans le système de collection de Lixivia à place de la pierre. Oh! Fait, OK. avec là, j'ai acheté, je me suis associé avec quelqu'un qui avait une expertise dans le déchiquetage de pneus. J'ai investi, on a acheté une déchiqueteuse, puis là, on a commencé à déchiqueter des vieux pneus, puis à utiliser ça. Puis quand la province d'Ontario est arrivée, puis qu'elle a dit, ils ont sorti un programme, Ontario Tire Stewardship, dans les débuts, Mmh. on a vu une opportunité parce que c'était un petit peu le Far West dans le recyclage des pneus. Là, Mmh. il y avait beaucoup en tous les cas, il y en a qui prenaient des pneus, puis ils les triaient, puis vendaient OK. ça dans le tiers-monde, et puis tout ça. Oh! C'était le Far West. Là. OK. Et puis, on avait, avec le programme que la province a amené, j'ai vu une opportunité. Ça fait qu'on a commencé, on faisait ça. Puis après ça, je me suis associé avec le groupe Animat de Sherbrooke, qui avait 30 ans d'expérience dans le recyclage des pneus. Puis on a construit ensemble Moose Creek Tire Recycling, Mmh. qui aujourd'hui, puis en plus, mais avec le temps, on a acheté en partenariat avec Northwest Rubber de Vancouver, on a acheté Evolve, c'était NextSource à Brantford, Ontario, qu'on a appelé Evolve. Et puis aujourd'hui, on recycle 3 millions de pneus par année à Moose Creek. Puis l'Est de l'Ontario, on produit 1 million. Puis on en recycle 3 millions, là. Ah, OK. Bon, C'est que ça ben. vient de partout dans la province. Puis à Brantford, on en recycle 7 millions. Huh. Puis la province produit 12 millions en tout de vieux pneus. Puis si tu regardes avec Brantford puis Moose Creek, on en recycle 10 millions ensemble. Incroyable. Ouais. 10 millions Puis pareil. les produits finis sont des tapis que tu vois dans les étapes, dans les arénas, partout. C'est ça, j'allais demander. On fait quoi avec des vieux pneus la Oui, plupart du temps? ben on récupère le métal qui retourne aux fonderies. Sure. On OK. récupère la fibre de nylon, Ah. qui dans le moment, il y a beaucoup de recherche qui est faite. Bon, là, dans le moment, on en fait fondre, puis on en ramène en particules qui va dans des systèmes, dans le plastique de notre tuyau de drainage et tout ça, parce que c'est du nylon, c'est un plastique. Là. Et puis le caoutchouc, on fait ses tapis, le rubber, on fait des tapis avec. OK. Puis les tapis sont exportés dans 51 pays différents. Wow. Est-ce que vous fabriquez ça Oui, aussi? oui, on fait tout à Moose Creek. Là. OK, c'est Ça, pas le juste. pneu arrive, puis il sort en produit fini. Ah, OK. Fait que c'est ça, là. Vous l'amenez jusqu'à Oui. la fin, là. Oui, ça part en produit fini. Ouais. Incroyable. Aussi, on avait des problèmes de sol contaminé, puis tout ça. Puis à Moose Creek, au site d'enfouissement, ça prenait de la terre pour couvrir les déchets, puis ça. Hmm. Fait que je me suis associé avec un monsieur Leblanc de Brighton, un gars qui avait bâti son expertise dans les militaires, en tant que militaire en décontamination. OK. Et puis, on a bâti la Flèche Leblanc, recyclage de sol, qui j'ai vendu éventuellement en 2013. On a vendu ça à GFL. Oh, ça, c'est sont gros, eux autres. Oui. Oui. Bien, GFL n'était pas gros à ce moment-là. OK. GFL a commencé par acheter ça, puis éventuellement, ils ont acheté de Transforce le site d'enfouissement. Ah, OK. OK. Oui, oui, oui. Ça OK. fait que, mais moi, j'avais vendu à GFL les sols La Flèche Leblanc. Et puis, parce que c'était le temps. Puis là, ben, il me reste Moose Creek Tire Recycling avec mes associés de Sherbrooke. Puis c'est tous des gars de mon âge, tout ça. OK. Mais on commence à penser à passer à autre chose. Là. On est rendu, tu sais, moi, j'ai pas de relève pour ça. Mes enfants, ils ont leurs entreprises. Ça fait que là, bon, on y pense. J'ai une question pour vous. J'ai vu un autre article qui date de 2010, cette fois, concernant une fondation. Puis, tu sais, c'est pas la première fois que je vois tu sais, le mot fondation. Je sais que ça existe dans plusieurs contextes. Tu sais, l'hôpital a une fondation et des fondations créées justement par des personnes en affaires. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi? Bon. Et en particulier la vôtre. Bon, moi, ce qui est arrivé, j'ai une histoire, je vais reculer loin dans le temps. À l'âge de 13 ans, j'avais des caillots de sang au cerveau. C'était au niveau, puis il fallait qu'il y ait entre les caillots. Je me suis ramassé à l'hôpital.
Ma mère venait de commencer à travailler pour les postes à ce moment-là. Le OHIP était dans ses débuts. OK. À ce moment-là, il fallait contribuer dans OHIP, puis en plus, il fallait que tu aies travaillé 3 mois pour être éligible. Alors, nous n'étions pas éligibles à OHIP. Puis moi, je me ramasse à l'hôpital. Mes parents étaient pauvres, ils n'avaient pas les moyens. À Castleman, on avait un maire qui s'appelait M. Gabriel Carrière. M. Carrière s'est occupé de ça, il a amené ça aux Comtés-Unis, et les Comtés-Unis de Prescott Russell ont payé l'hôpital pour ma famille. Oh. OK? Ensuite, le docteur Peterson qui m'a opéré, ma mère et moi, on passe le voir. Après, je suis sorti de l'hôpital, j'ai été hospitalisé 4 mois. Après, je suis sorti de l'hôpital, on a passé voir le docteur Peterson. Et puis, ma mère lui a demandé si on ne pouvait pas le payer par paiement, parce que ça. Oh, j'ai arrangé ça avec ma secrétaire, Mme Laflèche, a dit c'est elle qui s'occupe de ça. Bon. Lorsqu'on est sorti, puis qu'on a parlé avec la secrétaire, le bureau de la secrétaire était à même la salle d'attente. OK. Avec alors la secrétaire dit Madame Laflèche, comment pouvez-vous me donner aujourd'hui? Ma mère a dit je peux vous donner 5 aujourd'hui, puis 5 par mois. C'est beau, Madame Laflèche. Je vais vous faire un reçu pour le 5 et puis, je recule il y a longtemps, là. OK, j'avais 13 ans. Je vais vous faire un reçu pour le 5 puis envoyez rien avant que vous receviez les papiers. Je vais vous faire parvenir tout ça, puis là, vous en verrez. Mais on n'a jamais rien reçu. Ah. 3 ans plus tard, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, en fromagerie de Castleman. Je prends un rendez-vous, je vais voir Dr. Peterson. Puis je me souviens de lui, puis je le vois encore. Il était au-dessus de 6 pieds, puis OK. dans son bureau. Puis je dis, docteur, je viens de commencer à travailler, là, puis j'aimerais ça être capable de vous payer, puis je n'ai jamais eu votre facture. Il m'a regardé d'un air sérieux, puis il me dit, en anglais, il me dit, You don't owe me anything except someday you do the same for somebody else. Oh, tu OK. parles d'une belle façon d'améliorer collectivement. Oui, les systèmes qu'on a mis en place, c'est correct. Ouais, mais Mais pas... ça a tué ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Appelons ça du troc humanitaire. Tu sais, je veux dire, puis Ouais. moi, ben, j'ai jamais oublié ça. Ouais. Puis c'est un peu pour ça que Valoris me tient bien à cœur. Ah ah. OK? Depuis je ne sais plus combien d'années, j'ai eu le privilège de siéger sur le conseil d'administration de Valoris. Et puis, il y a des personnes exceptionnelles qui sont là. Je n'ai que des beaux mots et des belles choses à dire. Et puis, tant que je veux vivre, ils vont avoir mon support. Valoris va avoir mon support. C'est ma façon de remettre à Prescott Russell ce que Prescott Russell a fait pour moi quand j'étais jeune. Ah ah. Et ça, c'est la genèse de votre fondation. Quand j'ai vendu la Flèche Environnement, comme de raison, j'avais beaucoup d'impôts à payer. Ah, ouais, OK. J'ai vu l'opportunité de créer la fondation. Alors, ce qu'on dit, c'est pour sauver de l'impôt. Oui, ça en sauve un peu. Ouais. Mais ça n'en sauve pas tant que ça, parce que si j'aurais pas créé la fondation puis j'aurais payé l'impôt, ben j'aurais fini avec 2 millions de plus dans mes poches. OK. OK? Ben oui. Mais je voulais introduire mes enfants puis mes petits-enfants à la philanthropie. Mhm. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai fait la fondation. Puis chacun de mes enfants a une cause qui lui tient à cœur. Moi, j'en ai deux causes que je supporte. Puis chacun de mes enfants a sa cause. Puis là, les petits-enfants commencent à mettre leur grain de sel. Intéressant. Ça fait que pour moi, la fondation, c'était une façon de transférer aux générations qui vont suivre une responsabilité philanthropique. Mhm. Wow, c'est vraiment intéressant, ça. Fait que là, ce qu'ils pensent que c'est pour sauver de l'impôt, jusqu'à un certain point, ça en sauve. Ça sonne comme un réflexe de gens amers, là, avec des phrases qui commencent par « on sait bien, blablabla ». Si je leur ai tout donné au gouvernement, il aurait fait quoi avec? Mm-hmm. Tandis que là, je la donne en fondation et puis je fais rien personnel avec, là. Mais c'est nous qui décidons d'où ce qu'elle va. OK. C'est ça la différence. On ne la met pas dans nos poches, cet argent-là. Mais au moins, on a le privilège de décider où elle va aller. Mm-hmm. Ben, c'est déjà pas Tandis que quand tu payes l'impôt, ben ils ont leurs propres idées, puis ça s'en va où, on ne le sait pas toujours. Ah, ben, c'est ça. Des fois, ils nous en parlent un petit peu avant qu'on vote, mais c'est pas super clair. Ouais, mais en tous les cas, c'est une opinion bien personnelle, mais c'est ça qui est le but derrière la fondation. OK. C'est vraiment... C'est très intéressant comme
comme histoire. Puis je trouve ça intéressant de non seulement donner des opportunités à vos enfants, justement, d'identifier une cause, puis de combattre, mais en même temps, c'est ça, sont appuyés par des ressources, puis ces ressources-là sont réelles. Et je trouve que ça ajoute justement un élément tangible au combat. Le combat devient beaucoup plus vrai maintenant. Ouais. Tu sais, on passe notre vie à chercher le bonheur. Puis on cherche partout, puis on cherche donc bien loin quand il est si proche. Ouais, il faut juste le faire, I guess. Non, on l'a tous à l'intérieur de nous. Mm. On l'a tous à l'intérieur de nous, ça s'agit juste de le sortir. Puis le bonheur, c'est pas nécessairement être archimillionnaire, puis c'est pas nécessairement de dire j'ai fait le tour du monde, puis pas nécessairement dire j'ai un beau château, c'est pas ça le bonheur. Non. Le bonheur, c'est quand on est bien dans notre peau. Puis quand tu rencontres quelqu'un puis qui te voit, qui vient, qui te reçoit avec un beau sourire, puis que tu sais à l'intérieur de toi que c'est vraiment légitime, veut dire que le sourire est réel, Ouais. que tu as fait la différence dans la vie de quelqu'un d'autre, pour moi, c'est là qu'est le bonheur. Ouais. Puis moi aussi, de voir mes enfants s'épanouir, mes petits-enfants, puis mes arrière-petits-enfants, mes arrière, il n'y a pas plus grand bonheur que ça. Quand on est bien avec soi, on est bien partout. Et voilà. C'est ça. Mais c'est d'aller le Ouais. chercher, puis de le sortir, puis de le comprendre. Et j'aimerais qu'on termine en parlant peut-être un peu aux jeunes. Oui. Tu sais, intéressés par à se lancer en affaires ou à peut-être amener justement une dimension d'entrepreneuriat à leur vie. Soyez passionnés de ce que vous faites. Il faut que vous aimiez ce que vous faites, que ce soit le métier que ça vous a, que ce soit en entreprise, ça. Il faut que vous leviez le matin puis que vous soyez content d'aller travailler. Hmm. La retraite, c'est faire ce qu'on aime. Mhm. Ça fait que si vous aimez faire ce que vous faites, n'arrêtez pas, vous êtes déjà à retraite. Ayez pas peur d'entreprendre. J'encourage l'entrepreneuriat, ça n'en prend. Ça prend des créateurs d'emplois et tout ça. Mais comme je disais tantôt, on n'est pas tous nés pour être entrepreneur, mais on ne le sait pas tant qu'on ne l'essaye pas. Il y a tellement de sacrifices à faire, il y a tellement d'heures de travail à y mettre. Si vous pensez vous sortir un salaire de X montant de l'heure comme entrepreneur, ben détrompez-vous. Moi, je parle d'une expérience personnelle. Dans les débuts, on travaillait, on payait nos billes, on payait notre monde, puis on en avait s'il en restait. Notre récompense est venue vers la fin, dans le plus tard. Et puis, on a été récompensé au centuple. Mais on a fait des gros sacrifices, on a travaillé fort. Puis c'est qu'en même temps aussi, vous allez rencontrer des gens sur votre chemin qui vont faire une grosse différence. Puis il y a un petit exemple que je dois vous partager parce que ça vaut la peine. Quand j'ai bâti la Flèche Environnement, je n'avais pas de financement. Et puis, je me suis assis, puis j'ai été transparent avec mes ingénieurs puis les contracteurs, puis je leur ai donné l'heure juste. Ils m'ont dit, André, parce qu'il y empêchait le financement, c'est que j'avais une objection au niveau du zonage d'un voisin d'une autre municipalité. OK? OK. Et puis, alors, vu qu'il y a une objection, bien, il n'y a pas aucune banque qui veut avancer quoi que ce soit. Alors, mes contracteurs, ils ont dit, André, on a confiance en toi, tu as un bon projet, on sait que ça va valoir la peine. Si ça ne prend pas plus qu'un an, on va te supporter. Et mes contracteurs l'ont construit. Les ingénieurs se sont tenus derrière moi. Mais un contracteur en particulier que je veux mentionner, c'est Blair Construction de Moose Creek. M. Blair m'a supporté jusqu'à 700 000 $. OK. Un an plus tard, quand j'ai vendu des actions, je suis allé voir M. Blair, puis j'ai donné le chèque en main propre. Il avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis il regardait son fils sans dire un mot. Mais moi, j'ai interprété son regard comme « je te l'avais dit ». Tu sais, comme ça. Mais le lendemain matin, M. Blair, je trouve la carrière n'est pas loin de chez moi. Il passe devant chez moi, puis je suis en train d'aller chercher la poste au chemin. Nous sommes en campagne, ça fait que je suis en train de chercher la poste, puis il m'a vu, puis il arrête. On se met à jaser. Puis j'ai dit, vous savez pas comment ce que j'ai apprécié ce qu'il avait fait pour moi. Oh, tu fais-toi-en pas, je faisais juste payer une dette. Je dis, comment ça, payer une dette?
Puis là, il m'a conté son histoire. Son père avait fondé l'entreprise. Mm. Et puis, à un moment donné, il reçoit un coup de téléphone de la banque de Avonmore, comme quoi qu'il y avait un overdraft de 50 $. Viens payer ça, on n'a pas besoin de ça à ce banque-ci, puis tu fermeras ton compte, puis tu iras ailleurs. OK. Ça fait que, n'oublie pas, juste après la guerre, là, 50 pièces, c'était de l'argent. C'est pas rien. Ça fait que M. Blair a été, il a payé le 50 $, puis en revenant chez lui, il a passé tout droit, puis il a réalisé qu'il était rendu à Castleman. Fait qu'il vendait du gravier à Castleman, ça fait qu'il est allé voir M. René Boileau, qui était maire de Castleman à ce moment-là, puis il avait besoin de parler, puis il a parlé. M. Boileau l'a amené à la Banque nationale de Castleman. C'était M. Delphis Couture qui était gérant de banque à ce moment-là. Puis M. Blair m'a dit, quand mon père est parti de là, il y avait un prêt de 10 000 $ puis une ligne de 5 000 $. Puis depuis ce temps-là, dit ma famille n'a jamais regardé en arrière. Et il dit, quand on a été dans le besoin, il dit, c'est les Français du Nord. En parlant de Castleman, c'est au nord de Moscou. C'est les Français du Nord qui nous ont venus. C'est pas la Banque nationale dans sa tête, c'est la communauté francophone du Nord qui sont venus à leur aide. Et il dit, depuis ce temps-là, quand on embauche quelqu'un, s'il y a un francophone dans la liste, il passe toujours en avant des autres. Puis c'est pour ça qu'on se demandait toujours comment il a fait qu'il y avait tant de francophones qui travaillaient pour Blair. Ah! Puis là, il me dit ensuite, il dit, mon père a toujours fait affaire avec la Banque nationale après ça. Moi, je vais faire toute ma vie affaire avec la Banque nationale. Puis mon fils va faire affaire avec la Banque nationale toute sa vie. Fait que là j'ai eu un message, non seulement, il m'a supporté, mais en même temps, j'ai vu un message de loyauté. Mhm. Justement, parce qu'on n'a même pas touché à ce sujet-là, mais l'aspect de loyauté qui est souvent reproché aujourd'hui, comme qu'on n'a pas assez, etc., parce que la définition, elle a un petit peu changé, puis elle s'est emboîtée avec le temps. Oui, peut-être un peu. On dit toujours il faut mettre sur papier souvent. Mais moi, mes plus belles relations, souvent, se sont faites avec des poignées de main. Mhm. Il y a des fois qu'on s'est brûlé, Ah, hein, mais c'est l'école de la vie. c'est ça. Et puis, ceux qui brûlent ne finissent jamais avec grand-chose. Cheminement d'une vie. Ouais. Monsieur Laflèche, merci beaucoup. Merci pour l'histoire profondément intéressante. Je je trouve ça fascinant à quel point l'impact est gigantesque. Tu sais, on parle souvent de l'impact des industries plus, comment dire, je vais dire glamour, tu sais, qui touchent les gens directement, que ce soit comme des Amazon de ce monde ou des diffuseurs ou des ci, des ça, mais le vôtre a un impact gigantesque, extrêmement important, est un peu dans l'ombre. Puis ça revient un Puis c'est peu, bien correct. oui, puis ça revient un peu à ce que j'ai dit au tout début, où j'avais beau faire des recherches, j'avais de la difficulté un peu à Ouais. trouver le portrait, puis j'ai jamais été aussi content de ne pas l'avoir trouvé au préalable, puis d'avoir pu le Ben, vivre directement avec vous. Tu sais qu'en réalité, quand on arrive dans ce monde-ci, on arrive tout seul. Puis quand Ouais. on repart tout seul. Ouais. Ce qui est important, ce qui est le plus important de tout, c'est comment tu te sens à l'intérieur de toi-même, parce que c'est avec ça que tu vas partir. Mhm. Le restant, c'est plus important. Exact.